Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale un axe fort, un axe important de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Thierry Bièvre, le président d'Elitis, groupe de conseil et d'ingénierie du bâtiment, qui appelle à la création d'un label pour identifier les immeubles à énergie positive. La crise Covid est-elle en train de freiner le mouvement des entreprises qui définissent leur raison d'être? Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble OK, c'est une clé rétractable et donc hygiénique. C'est plutôt malin en temps de Covid. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Thierry Bièvre, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous avez fondé Elitis en 2003, votre métier c'est le bâtiment et donc l'efficacité énergétique, est-ce que ça peut se résumer à ça d'une certaine façon? Alors ça peut se résumer à ça, mais ça va au-delà, puisque nous sommes leaders de l'énergie positive en France et voire même en Europe. Nous avons livré 2 premières mondiales, une en 2009 qui était notre siège social, donc un immeuble de bureau, donc un immeuble autonome en énergie, donc il fournit son énergie totalement renouvelable et donc il permet à ses usagers de vivre donc avec une facture énergétique réduite. Ça c'était l'objectif de 2009. Et en 2018, on a fait beaucoup mieux puisque nous avons livré un bâtiment résidentiel cette fois-ci, donc pour des ménages. Et donc là, on a 63 ménages qui vivent donc dans un bâtiment qui leur permet d'effacer, de gommer leur facture d'énergie. Vous vous rendez compte, donc à l'époque où 6 millions de Français vivent dans la précarité énergétique, je pense que voilà, on est, on va dire, sur la bonne voie. Ouais, alors l'immeuble qu'on voit en photo là tout de suite, c'est celui de Dijon, c'est ça? C'est ça. Alors ça, c'est le premier que vous avez. C'est le premier. C'est votre siège social, ça. C'est le siège social. Qu'est-ce qui le rend différent des autres, d'une certaine façon? Ce qui le rend différent des autres, c'est qu'il tient compte des bénéfices donnés à l'usager. C'est-à-dire que pour faire de l'énergie positive, il ne faut pas simplement avoir un bâtiment qui soit extraordinairement technologique ou trop isolé. Il faut un bâtiment, on va dire, qui permette à son usager, on va dire, de vivre avec plus de confort, dans une meilleure salubrité, c'est-à-dire que ce soit plus simple, avec une qualité de vie, un confort d'usage qui soit maîtrisé, voire même amélioré, pour embarquer en fin de compte l'usager, parce que lui aussi, il a son mot à dire en fin de compte dans l'économie d'énergie. Rendez-vous compte, dans un bâtiment, vous ne pouvez pas simplement travailler sur l'isolation, l'éclairage, le chauffage. Il y a aussi toute la bureautique. Vous avez, par exemple, dans un logement, les consommations donc de l'électroménager. Tout ça, c'est pas à votre portée. Donc, si vous livrez à quelqu'un quelque chose qui donne plus de confort, qui lui donne l'aspect d'être bien servi, c'est-à-dire qu'on s'occupe bien de moi, en fin de compte, il interagit, il devient dynamique et en fin de compte, c'est lui aussi qui prolonge en fin de compte l'économie d'énergie et donc on en fait un acteur du développement durable. Alors cette idée là de placer finalement, ça semble logique, mais bon, l'utilisateur, l'usager, l'habitant au cœur d'un projet, c'est aussi avec cette idée que vous demandez, que vous appelez à la création d'un label permettant d'identifier ces immeubles à énergie positive. Ce serait quoi ce label pour vous? C'est un label qui permet de mesurer et d'identifier de manière très simple pour tous les usagers, c'est-à-dire nos concitoyens, les élus aussi, qui puissent vérifier, on va dire, comment la filière de l'immobilier procure donc à nos concitoyens, soit dans le résidentiel, dans le tertiaire ou d'autres usages, des bâtiments qui soient réellement efficaces en énergie et au bénéfice des usagers. C'est-à-dire, on peut décarboner un bâtiment, c'est super. Moi, si je vous livre demain un bâtiment décarboné, je vais faire votre fierté, vous allez être heureux comme tout. Mais si en plus, je vous donne plus de confort, je réduis donc votre facture d'énergie jusqu'à quasiment l'annuler, je vous donne du pouvoir d'achat. Et donc là, je vous rends acteur et je vous rends en fin de compte totalement disponible pour prolonger en fin de compte cette nécessité d'agir pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que quand on dit immeuble à énergie positive, ça veut dire vraiment qu'un immeuble produit plus qu'il ne consomme? On va jusque-là, c'est ça? Tout à fait, ce sont des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils ne consomment, donc ils sont tout d'abord sobres. On travaille sur la sobriété pour ne pas dépenser et gaspiller l'énergie. Et puis on utilise les énergies qui sont disponibles. Le renouvelable, le solaire, le vent, la lumière naturelle. Déjà, avec ça, on est capable de faire avec ce triptyque quasiment, on va dire, on peut combler la totalité des besoins énergétiques d'un bâtiment. Et donc, ça veut dire, je reprends ce que vous venez d'évoquer juste avant, ça veut dire que pour les habitants, pour les ménages, on pourrait ne plus avoir de facture d'électricité. Mais c'est déjà le cas, Thomas. C'est déjà le cas. Sur Strasbourg, il y a 6 ménages sur 10 qui vivent avec une facture énergétique qui est proche de zéro ou inférieure à zéro.
tous usages confondus. Inférieur à zéro, ça veut dire que ça leur rapporte de l'argent ? Ça leur rapporte de l'argent, puisque la vente d'énergie est au bénéfice des usagers. Bon, ça c'est ce label. Pour l'instant, il n'existe pas, on est bien d'accord. Non, il n'existe pas. Qui il faut convaincre pour le créer ? Les professionnels du secteur ? Il faut convaincre, en fin de compte, tout le monde, les politiques, les professionnels du secteur, et puis peut-être nos concitoyens, puisque eux peuvent aussi appeler, via des associations de consommateurs, à ce qu'on ait une lecture beaucoup plus simple de ce qui est l'ordre du possible. Je pense que nos concitoyens ne savent pas aujourd'hui qu'on peut vivre dans un logement sain, plus confortable et sans facture d'énergie. Alors, on va venir plus globalement à l'activité d'Elitis. Elitis, quelques chiffres clés, c'est 125 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, 9 expertises métiers et 2 filiales, Elitis Solutions et Elitis Immobilier. Elitis Solutions, je commence par ça, c'est quoi ? Ce sont des missions de conseil auprès d'entreprises, auprès d'élus aussi, de pouvoirs publics. Même prestations intellectuelles auprès de la filière du secteur de l'immobilier, mais ça peut être aussi, on va dire, pour les collectivités, pour le système bancaire, enfin pour l'ensemble, en fin de compte, de l'économie, l'écosystème économique. Notre objectif, en fin de compte, c'est de vendre de l'ingénierie de résultats et non plus de l'ingénierie de moyens, c'est-à-dire de transformer le métier de l'ingénieur qui solutionne, on va dire, des problématiques qu'on lui donne pour qu'il soit beaucoup plus créatif. C'est-à-dire que la vocation du groupe Elitis, c'est quand même de travailler en tant qu'entreprise à mission sur les grands enjeux du 21e siècle, le dérèglement climatique, la crise énergétique, le pouvoir d'achat, l'étalement urbain. Toutes ces choses-là, en fin de compte, sont au cœur, on va dire, de nos préoccupations. C'est pour ça que nous avons créé une filiale qui s'appelle Elitis Solutions. Et cette filiale Elitis Solutions, puisqu'elle a des capacités, des propriétés ou des facultés à fabriquer des bâtiments exceptionnels, on s'est dit on va les fabriquer nous-mêmes. Puisqu'on ne nous les commande pas. Ok, et c'est pour ça que vous avez créé Elitis Immobilier. Je vais y revenir à Elitis Immobilier, mais quand vous arrivez, imaginons, vous arrivez face à un élu, moi je me dis qu'aujourd'hui, les mots transition écologique, bas carbone, énergie positive sont des mots qui viennent assez vite dans la conversation, mais ce n'était pas vrai il y a une quinzaine d'années, puisque vous avez créé cette entreprise en 2003. Vous avez vu l'évolution ? Alors, l'évolution s'est fait progressivement, mais il y a encore beaucoup de freins, beaucoup de préjugés, beaucoup de lobbies. C'est difficile, on va dire, d'engager, on va dire, cette transition de manière accélérée. Pourtant, il le faudrait. Je pense qu'il faut qu'on déstresse, en fin de compte, on va dire, ces préjugés. Il faut que l'ensemble des acteurs, justement, puissent dialoguer, on va dire, sur ces problématiques, puisque, aujourd'hui, il y a des articles récents qui prouvent que, en 2050, on pourrait vivre en France simplement, on va dire, sur de l'énergie renouvelable. Donc, je dis pas qu'il faut plus faire, on va dire, de nucléaire, plus faire. Voilà. L'objectif, c'est d'essayer, on va dire, de maximiser l'énergie renouvelable. Celle-ci, elle est gratuite, elle n'a pas d'impact sur la planète, pas sur la biodiversité. Elle nous rendra fiers, donc sans doute plus heureux. On a appris cette semaine que le levier juridique, judiciaire pouvait fonctionner, puisque 4 associations ont obtenu la condamnation, elle est symbolique, de l'État pour inaction climatique. Dans vos relations avec les élus, les collectivités locales, les pouvoirs publics, ça peut jouer un arrêt comme celui-là ? Bien sûr, ils sont beaucoup plus à l'écoute de nos propositions et ils nous regardent, ils viennent découvrir nos projets avec une certaine forme de scepticisme au début, ils sont convaincus quand ils repartent, mais la difficulté en fin de compte entre 2003 et aujourd'hui, c'était notre statut de PME, on va devenir un grand groupe puisque aujourd'hui, grâce à un partenariat avec la société Catelarim, on a 2 milliards d'euros, on va dire, de commandes devant nous pour réaliser à peu près une centaine de projets en France et en Europe du même type que ceux qu'on a réalisés sur Strasbourg et Dijon, et avec une volonté d'amélioration continue. Donc là, on est dans Elitis Immobilier, les projets d'Elitis Immobilier. C'est-à-dire vous allez construire, lancer. Est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de projets ça fait à peu près une centaine de projets, mais en réalité, on en fera beaucoup plus. C'est un peu le pari qu'on fait avec nos partenaires. C'est-à-dire que là, on est sur une phase de démarrage. On va lancer dans ce mois-ci 2 projets de bâtiments zéro facture d'énergie, un Dijon, un Saint-Étienne. On lance parallèlement un projet social, c'est-à-dire avec les mêmes physionomies, mêmes propriétés. Ça veut dire que l'objectif et la vocation d'Elitis, c'est de rendre l'énergie positive accessible à tous. C'est-à-dire que c'est pas simplement les classes socio-professionnelles supérieures, on va dire, qui pourront bénéficier de ces systèmes, tout le monde peut en bénéficier. Ouais. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un chiffre de 2018 que j'ai trouvé, 6 800 000 personnes qui éprouvent des difficultés liées à leur fourniture d'énergie. Donc cet enjeu de la facture à la fin du mois, elle est majeure. Vous êtes une entreprise à mission ? Oui. C'est quoi
le texte de votre mission? Le texte, c'est lutter contre le dérèglement climatique. C'est-à-dire que c'est de mettre l'ingénieur en explorateur. Ouais. L'ingénieur ne doit pas rester dans une posture de résolution, il doit être dans une posture imaginaire, de créativité. Il doit mettre son savoir-faire, ses facultés au service de la société, au service de l'intérêt général, au service du bien commun. Et donc, l'entreprise que j'ai créée est un outil, c'est un véhicule qui permet à tous nos collaborateurs, en fin de compte, de s'exprimer. Et d'ailleurs, je profite de cette émission pour faire appel, on va dire, aux candidats. Voilà, on a besoin, on va dire, de recruter, puisque notre matériau, notre matériel, c'est la matière grise. Donc, ce sont des hommes, des femmes. Donc, plus vous serez nombreux à venir nous rejoindre, plus vous aurez envie, on va dire, de développer des idées, que ce soit dans l'immobilier, dans le digital, dans la sociologie, adaptée aux éco-comportements éco-citoyens. Venez nous rejoindre. Vous trouverez, on va dire, de quoi faire dans le groupe Elitis. Et ben voilà, une entreprise qui embauche, c'est toujours une bonne nouvelle. Merci beaucoup, merci Thierry Bièvre, et à bientôt sur Bismart. Voilà tout de suite notre débat sur la raison d'être des entreprises. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. La crise Covid est-elle en train de freiner la définition des raisons d'être dans les entreprises? C'est le thème de notre débat avec Fanny Legloanic. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice de Choose Future. Et puis avec nous en visioconférence, Emery Jacquilla, président de Camif, marque engagée, marque d'équipement de la maison, éco-responsable. Bonjour Emery Jacquilla, bienvenue à vous, vous m'entendez bien? Bonjour, oui, je vous entends très bien, je vous remercie. La liaison est bonne, c'est parfait. Fanny Legloanic, Choose Future, c'est un cabinet de conseil en RSE. Vous êtes donc aux premières loges et vous nous avez prévenu qu'il y avait un petit coup de frein depuis quelques semaines, des réticences de certaines entreprises. D'abord, quand est-ce que vous vous en êtes rendu compte et puis quelle forme ça prend? Alors, je m'en suis rendu compte finalement dès le début de la crise. Un coup de frein, je dirais pas ça. Je dirais un mouvement de décélération, c'est-à-dire un moment pour mieux repartir derrière. Et je suis absolument convaincue que 2021-2022 seront vraiment les années de la raison d'être. En revanche, ce que moi j'ai pu observer, c'est vraiment une fragmentation du marché avec d'un côté les petites entreprises qui, elles, ont beaucoup plus de facilité à travailler la raison d'être parce que généralement, il y a moins de monde, on met tout le monde autour de la table, c'est plus agile. Ouais. Et puis, le Covid a aussi été un moment qui a permis de, finalement, avec la raison d'être, de resserrer les liens de tout le monde. Oui, c'est un moment de cohésion, le Covid. Exactement. Il a fallu trouver des solutions, faire preuve d'agilité, travailler ensemble à une nouvelle organisation du travail. Donc, ça peut trouver un prolongement dans la définition d'une raison d'être. Mais dans un grand groupe, c'est plus compliqué, c'est ça. Parce que là, c'est une grosse machine à mettre en œuvre. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on voit une augmentation des raisons d'être jour après jour, depuis la promulgation de la loi Pacte. C'est clair. En revanche, quand on est au contact des dirigeants, et qu'on prend un petit peu, comme je le fais moi avec d'autres personnes, son bâton de pèlerin pour aller voir les dirigeants et clairement leur dire, écoutez, là, moi je trouve que c'est intéressant ce que vous faites de très belles contributions sociétales. En revanche, ce serait bien de replacer cette utilité sociétale au cœur de votre projet d'entreprise, de remettre vraiment un sens dans tout ça et de se projeter sur du très très long terme. Et là-dessus, on a une grande partie des dirigeants qui sont d'accord avec ça, bien évidemment, parce que les dirigeants sont courageux, ont généralement une vision de long terme. Mais c'est vrai que le Covid a créé quand même une forme d'instabilité dans le navire et beaucoup de questions se posent sur le modèle de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il sera demain? Si je suis dans la distribution, est-ce que ce sera du digital? Est-ce que je vais rester... Et donc, est-ce que c'est forcément le meilleur moment pour définir cette raison d'être? On va y revenir. Je voudrais donner la parole à Emery Jacquilla. Vous êtes devenu l'un des symboles des entrepreneurs à mission. Camif est à juste titre souvent montré en exemple. Cette décélération, coup de frein, on n'est pas très loin, ça veut dire à peu près la même chose. Cette décélération, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Emery Jacquilla? Moi, je ne partage pas du tout ce constat. Autant je peux comprendre que
ça ait pu ralentir un petit peu la démarche de certains, autant je pense que la Covid a été un deuxième accélérateur après la loi Pacte sur le nombre de dirigeants qui sont en train de s'engager dans cette voie, de rendre leur entreprise plus utile et plus contributive pour la société. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une exigence croissante des citoyens, des consommateurs et de nos propres collaborateurs sur le rôle et l'importance de l'engagement des entreprises face à ces défis majeurs. On a pu davantage toucher du doigt lors de cette crise, qui sont des défis sociaux et qui sont des défis environnementaux. Et donc, nous, alors j'ai également ma casquette de président de la communauté des entreprises à mission, qui est une association qu'on a créée en 2018, qui regroupe aujourd'hui 200 membres. Et je peux vous dire qu'entre, par exemple, le deuxième trimestre de 2020 et le quatrième trimestre 2020, il y a eu 3 fois plus de sociétés en France qui ont adopté la qualité de société à mission, parce qu'au-delà de la raison d'être, dans la loi Pacte, comme vous le savez, on peut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire inscrire des objectifs socio-environnementaux dans ses statuts, faire évoluer sa gouvernance et évaluer l'impact de sa contribution pour la société. Mais Emery, Jacquilla, pardon de vous interrompre, elles ont quelle taille, ces entreprises qui se sont engagées, même pendant cette année Covid? Est-ce qu'il y a des grands groupes dans ces entreprises? Je pense qu'il y en a quelques-uns que vous connaissez, puisque Danone a annoncé qu'ils étaient société à mission au mois de juin, donc c'était quelques mois après le premier confinement. Donc il y a des très grands groupes, mais effectivement, ce qu'on constate, c'est celles qui sont les plus rapides à adopter cette qualité de société à mission, ce sont plutôt des petites entreprises de moins de 50 salariés, 2 tiers. On a lancé un observatoire des sociétés à mission la semaine dernière, justement, et 2 tiers aujourd'hui des 100 sociétés à mission, il y en a 100 aujourd'hui en France, sont des PME de moins de 50 salariés parce qu'elles sont plus agiles et qu'elles ont été plus vite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup de grosses ou de TI ou de grandes entreprises qui sont en chemin et dont le chemin a été probablement accéléré par cette crise, parce que ce qu'on constate aussi, c'est que les entreprises les plus résilientes dans la crise de la Covid sont celles qui sont les plus utiles pour la société, qui ont été le plus capables de montrer leur engagement. Et du coup, ça, c'est un facteur très fort d'accélération, parce qu'on est en train de faire le lien entre performance économique et impact social et environnemental. Donc vous nous dites ça devrait ça devrait être un facteur d'accélération, mais vous avez cité l'exemple de Danone. On peut peut-être dire, Fanny Le Gouannic, que les mésaventures d'Emmanuel Faber, elles pèsent peut-être aussi dans l'inconscient, ou le conscient d'ailleurs, de certains patrons de grands groupes quand ils se disent « est-ce qu'on s'engage ?» Disons que les dirigeants sont convaincus, mais ont d'autant plus besoin de preuves et d'arguments pour aller voir les actionnaires aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, il est clair que depuis ces épisodes-là, il faut vraiment les aider et convaincre avec eux les actionnaires pour prendre le mouvement. Moi, je suis absolument convaincue que la maturité va se faire et c'est pour ça que je parle de décélération. Oui, c'est-à-dire que ça va reprendre. Exactement. Vous êtes convaincu que ça reprendra. Exactement. Parce que c'est un mouvement de fond, d'une certaine façon. Clairement, c'est un mouvement de fond. Ce que je vois simplement, c'est qu'il y a peut-être il y a un intérêt fort sur la raison d'être des entreprises pour les dirigeants des gros groupes. Ils observent beaucoup ce qui se fait en termes de nature, de raison d'être. Quelle va-t-elle être aujourd'hui, puisque c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Est-ce qu'aujourd'hui, ma raison d'être, c'est finalement un agrégat de causes sociétales, environnementales, ou est-ce que ça va être un projet précis? Donc, ils posent beaucoup de questions. Ils prennent des arguments pour aller voir les actionnaires. Est-ce que, ça c'est intéressant, est-ce que l'incertitude, parce que c'est quand même une période d'incertitude quand on est en crise sanitaire et économique, est-ce que l'incertitude joue aussi? Définir une raison d'être, c'est définir une raison d'être pour plusieurs années, plusieurs décennies. Donc l'incertitude peut inciter à peut-être prendre son temps ou plus de précautions. Alors, sur la transformation du modèle, oui, c'est clair que ça engendre plus de questionnements, plus de doutes. Moi, je trouve ça très positif, justement. Oui. Parce que on est vraiment passé d'un stade d'une raison d'être qui pouvait être ou pas
engageante pour certaines sociétés, à aujourd'hui une vraie réalité qui est, aujourd'hui, la raison d'être, elle est transformative et elle engendre un plan d'action très concret derrière. Donc, moi, je trouve ça très positif. Mais c'est vrai que, bon, à la CAMIF, M. Jacquia l'a vu, les questions qui se posent généralement, c'est surtout, voilà, comment vais-je faire évoluer mon modèle? Est-ce que dois-je le passer en full digital ou pas? Quand on est un acteur de la distribution ou autre, c'est plus difficile, effectivement, que pour des sociétés de services. Et on sait qu'aujourd'hui, si on doit faire le portrait type, et c'est effectivement ce que j'ai ressenti, moi, dans mon quotidien, et j'ai été plutôt rassurée de voir les résultats de l'Observatoire, le portrait type de l'entreprise à mission, c'est effectivement une entreprise de taille moyenne et plutôt servicielle. Les autres réfléchissent plus. Mais je suis convaincue que fin 2021, les tournants seront pris. En attendant, elle multiplie les actions de contribution sociétale comme un laboratoire. Oui. Et Emery Jacquia, la raison d'être, ou même, allons au-delà, l'entreprise à mission, ça donne un cap. Donc on pourrait retourner l'argument que je donnais tout à l'heure. C'est-à-dire, dans une période d'incertitude, c'est peut-être le moment d'avoir un cap. Mais absolument, c'est une boussole. Et on le voit, les entreprises se sont saisies, en tout cas celles qui avaient fait le chemin avant la crise, se sont saisies de cette boussole pour que dans ces temps compliqués, justement, elles ne perdent pas le cap. Et je pense que c'est aussi ça l'enjeu des raisons d'être. Et on le voit dans les raisons d'être qui ont été adoptées par les entreprises pionnières, une centaine d'entreprises en France. Elles intègrent pour 3/4 d'entre elles un prisme social. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, quand on intègre au cœur de sa raison d'être des enjeux sociaux, je prends l'exemple d'Alenvie, par exemple, qui fait partie de la communauté d'entreprises à mission qui est dans les métiers des auxiliaires de vie. Sa raison d'être, c'est humaniser l'accompagnement des personnes. Et ben, on a vu à quel point cette crise avait remis l'humain au cœur de tout. On a remis en lumière des gens qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre société. Évidemment les soignants, mais aussi les caissières, les livreurs, les manutentionnaires. Ils ont fait tourner cette société pendant cette crise. Et donc, je pense que oui, la raison d'être, c'est quelque chose qui va nous accompagner sur le très long terme. Ça donne la vision, ça donne un cap à l'entreprise, ça redonne du sens au projet de l'entreprise. Et donc, c'est aussi un levier d'engagement pour les collaborateurs, même quand on passe dans des moments difficiles. C'est un levier d'engagement parce que ça permet de bien comprendre pourquoi on se retrouve et en quoi on fait partie de ce projet collectif qu'est l'entreprise, en fait. Merci beaucoup, merci Emery Jacquia. Je vais terminer avec votre raison d'être, je vais la citer, celle de CAMIF, proposer des produits et services pour la maison, conçus au bénéfice de l'homme et de la planète, mobiliser notre écosystème, collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Voilà une raison d'être de l'une des entreprises leaders et pionnières en la matière. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat, c'était vraiment passionnant. On passe à Smart Ideas, la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, et j'accueille Jean-Charles Sibyl. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de OK. C'est une clé anti-Covid, si je veux résumer. C'est effectivement bien résumé. Alors, est-ce que vous pouvez nous la montrer et nous faire la démonstration? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette clé? Alors, en fait, c'est une clé qui est en réalité un 2 en 1. L'objectif de cette clé, on parlait de raison d'être juste avant dans l'émission, c'est de limiter la propagation des virus, des agents infectieux en règle générale. Donc évidemment, on pense à la Covid en ce moment. Plus largement, ça permettra effectivement d'éviter la propagation de virus type gastro, de tous ces microbes qui nous embêtent un peu au quotidien, grippe et autres. Ouais. Voilà. Alors comment ça marche? Alors ça marche de la manière suivante. En fait, quand je vous dis que c'est un 2 en 1, en réalité, on a deux fonctions. Une première fonction qui est une clé hygiénique, comme vous pouvez le voir, est rétractable. Et une deuxième fonction qui est un spray de liquide hydroalcoolique qui permet du coup de se nettoyer les mains en cas de besoin. Voilà. Okay. Et donc rechargeable. Et donc on peut
insérer n'importe quel type de clé dans ce modèle-là? Alors, la manière dont ça fonctionne, il faut peut-être revenir du coup à la genèse du projet. On était pendant le premier confinement et on a vu fleurir pendant ce premier confinement, comme tout le monde, beaucoup d'objets anti-Covid plus ou moins efficaces. Donc évidemment, lorsqu'on parle de gel hydroalcoolique, ça parle à tout le monde. Donc on a vu débarquer ces nouveaux flacons en plastique jetable. Une fois que c'est vide, on jette et donc on pollue à nouveau l'environnement. Et puis on a vu également arriver ce type d'objets. Ce sont ce qu'on appelle donc des clés hygiéniques qui ont pour but de pouvoir actionner, interagir avec des objets du quotidien tels que des poignées de porte, des boutons, etc., sans avoir à les toucher. Voilà. On s'est rendu compte rapidement de la limite de ces objets qui envahissaient notre quotidien. On a parlé. C'est pas rechargeable, ça génère des déchets. Et ce type de clé, en soi, à notre sens, comporte une incohérence qui est intrinsèque au produit, qui est que lorsqu'on l'a utilisé pour actionner une surface qui est potentiellement porteuse de la Covid, par exemple, on la remet dans la poche. Elle-même, effectivement, porteuse du virus. Donc, on la remet dans la poche ou dans le sac. Et du coup, on continue à contaminer ses effets personnels et finalement soi-même. Donc, c'est un système qui permet d'attraper un loquet de porte, de le tourner, exactement, etc. Tout à fait. Du coup, la solution, concernant la clé hygiénique, c'est d'avoir effectivement une clé qui soit rétractable. Je sors la clé. J'ouvre une porte, je peux actionner un bouton, je peux aussi interagir avec des écrans tactiles parce que le polymère qu'on a utilisé permet justement d'interagir avec des écrans. Donc par exemple au supermarché, lorsqu'on doit peser ses fruits et légumes, par exemple lorsqu'on est face à un distributeur dessous et qu'on doit retirer de l'argent. Et puis une fois que ça fonctionne avec l'écran tactile et évidemment, je suis devant un digicode, je peux l'utiliser pour actionner le digicode. Vous pouvez actionner quasiment tous les boutons et tous les gestes courants, voilà, sans avoir à toucher. Donc ça évite de devoir se laver les mains 50 fois par jour et potentiellement de se contaminer. Voilà. Et lorsque je l'ai utilisé, hop, ça se rétracte automatiquement à l'abri dans le boîtier et du coup il n'y a plus de risque de contamination. Bien compris. Elle est fabriquée en France? Elle est fabriquée en France, tout à fait. Donc on avait vraiment à cœur de proposer un produit qui soit le plus éco-responsable possible et qui soit également solidaire. Donc fabriqué en France, dans la région du Mans. On a 2 partenaires, qui sont les entreprises RMO et BVI. Donc RMO pour la fabrication du moule, l'idée étant de pouvoir industrialiser rapidement et de pouvoir distribuer à grande échelle. Et ensuite BVI qui se charge du coup de l'injection pour fabriquer le produit à l'intérieur du moule. Et donc on a sourcé, grâce à BVI, du plastique qui est recyclé et recyclable. Et donc tout cela est fabriqué, assemblé en France. Et ensuite le conditionnement se fait, lui, également dans la région du Mans, dans un ESAT, donc un établissement qui permet de réinsérer par le travail des personnes qui sont en situation de handicap. Et donc on a essayé comme ça sur l'ensemble de la chaîne de production et de fabrication et de logistique d'être le plus, on va dire, éveillé, éclairé possible. Eh ben, bravo à vous, merci Jean-Charles Sibylle, bon vent à votre clé et à votre toute jeune entreprise. OK, voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. On se retrouve demain 9h midi, 20h30 sur Bismart évidemment, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.